Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Caroline pour cette introduction et puis bien sûr merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc encore une fois, Alexandra Arbet, avec qui je travaille, tient à s'excuser pour son absence aujourd'hui. Mais sachez qu'on a co-pensé et co-construit du coup cette intervention, puisque ça fait maintenant une bonne année avec Alexandre, avec qui on travaille sur des projets de recherche participative. Alors un petit peu particulier parce que ça concerne la recherche participative dans la recherche fondamentale en neurosciences. Mais voilà, on va y venir un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, cette intervention, ça ne va pas être exhaustif. Je vais vous donner quelques généralités sur ce qu'on entend, nous, de notre pratique de recherche participative. Mais c'est vraiment aussi l'occasion de faire émerger notre retour d'expérience et puis nos questionnements. Donc, sachant que nos projets de recherche participative portent sur les troubles du neurodéveloppement et l'autisme en particulier. Alors, pourquoi parler ce sujet? Est-ce que ça va le micro? J'ai l'impression que je crache dedans. Ah, ok. Très bien. Pardon. Ah oui, comme ça, c'est mieux? Ah, parfait. Merci. Donc, pourquoi parler de ce sujet maintenant? Alors, aujourd'hui, on observe vraiment une réelle montée des démarches participatives dans le domaine de la santé, un peu plus récemment dans les troubles du développement et on le voit aussi dans les maladies rares. Et c'est vraiment une dynamique qui est émergente et qui s'accompagne aussi d'une volonté d'institutionnaliser et d'encadrer ces pratiques. On peut citer par exemple l'INSERM qui a un service dédié à l'accompagnement des projets de recherche participative, le service Sciences et Sociétés. Et quand on regarde aussi un petit peu la littérature scientifique, eh bien on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'articles, de littérature dessus, qu'il y a de plus en plus d'initiatives existantes. Et donc voilà, donc domaine émergent. Alors, cette montée, elle s'explique aussi parce que finalement, la recherche participative, elle répond aux besoins des différentes parties prenantes. Donc, pour les personnes concernées, elles ont des attentes fortes d'implication pour faire valoir leur vécu comme un savoir utile et vraiment s'impliquer comme des acteurs et pas simplement des bénéficiaires de la recherche. Pour les chercheurs, c'est une opportunité unique de rendre les questions de recherche plus pertinentes, de produire des travaux plus utiles et puis de sortir un petit peu de sa recherche, en tout cas pour la recherche fondamentale, qui peut être parfois perçue comme un petit peu déconnectée et hors sol. Et puis pour les institutions, c'est un moyen d'améliorer l'efficacité des politiques publiques de santé. Donc en somme, chacun vraiment y trouve son intérêt. Et c'est pourquoi cette recherche participative, elle prend vraiment un essor dans les champs du trouble du neurodéveloppement parce qu'elle est portée à la fois par les institutions, les chercheurs et les personnes concernées. Alors, la recherche participative, au sens large, pas uniquement dans le domaine de la santé, elle n'est pas née hier. Elle s'inscrit dans un mouvement global d'ouverture des sciences. Elle prend racine un petit peu dans les années 70, où on parle de recherche-action, d'éducation populaire, où les chercheurs vont commencer à travailler directement avec les associations pour mieux un peu cerner leurs problématiques. Et ça, quel que soit le domaine. Ça a d'abord commencé finalement dans le champ de l'environnement et de la biodiversité. Le champ de la santé est arrivé plus tard. Et puis dans les années 2000, on voit émerger ce qu'on appelle les sciences ouvertes et les sciences citoyennes, où là, on invite vraiment les citoyens, à titre individuel, à contribuer notamment à la collecte de données. Donc ça peut être, notamment dans le champ de l'environnement, ça peut être de prendre des photos, d'envoyer ce type de données. Et ça vraiment permet d'élargir le champ et la diversité des informations possibles. Et puis, en 2016, il y a le rapport Houllier qui pose pour la première fois un cadre officiel et qui définit aussi pour la première fois ce qu'on entend par les sciences ou les recherches participatives.
Et puis aujourd'hui, on va parler de recherche communautaire, de recherche partenariale, où vraiment les chercheurs, comme nous on la conçoit et comme nous on l'entend, où les chercheurs, les personnes concernées vont vraiment co-créer et co-construire ensemble les projets de recherche dès le départ. Donc on voit bien, quels que soient les termes utilisés, il y a une évolution aussi de la terminologie, mais évolution aussi de l'implication des personnes. Et il y a eu quand même un besoin de clarifier un petit peu et d'encadrer ces pratiques. Et c'est pourquoi, en fait, ça a donné l'élaboration de cette charte en 2016, et donc qui a défini ce qu'on entend par les recherches participatives, avec la définition commune qui a été adoptée, qui est donc les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, aux côtés des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Et ça, donc, c'est une définition qui, déjà, qui pose les premières bases de la recherche participative, surtout en rendant un peu plus floue la séparation traditionnelle entre ceux qui produisent le savoir et ceux qui le reçoivent. Et puis aujourd'hui, on peut faire évoluer quand même cette définition, la faire un petit peu plus courte, mais de dire que finalement, faire de la recherche participative, c'est faire avec et par plutôt que pour les personnes concernées. Et là, dans cette définition que moi j'aime bien, on voit aussi que la recherche participative, ce n'est pas uniquement co-construire de nouvelles connaissances, mais c'est aussi rééquilibrer les rapports de pouvoir qui sont en jeu. Alors pourquoi adopter une démarche de recherche participative quand on est chercheur et dans quel but ? Le premier objectif, c'est vraiment d'orienter les besoins de sa recherche vers des sujets qui sont plus pertinents pour les populations concernées et pour les chercheurs également. C'est vraiment aussi une manière de faire valoir une autre conception du savoir et de la recherche scientifique. Alors, la recherche participative, elle mobilise non seulement des compétences techniques, mais elle mobilise aussi un savoir-être. Et elle suppose une véritable posture d'ouverture de la part du chercheur. Et effectivement, ce type de démarche, elle permet de promouvoir un positionnement du chercheur engagé qui s'implique. Donc c'est vraiment une recherche extrêmement valorisante et qui donne du sens. Alors, les valeurs qui guident la recherche participative, elles sont très simples, elles sont essentielles et pas toujours faciles à mettre en application. On a d'abord la confiance, le dialogue et le respect. Sans cela, rien n'est possible. Alors, c'est très banal de le dire, je le reconnais, mais la recherche participative, c'est avant tout une expérience humaine où la qualité des relations construit le projet. Cette démarche, elle demande une véritable ouverture d'esprit du côté des chercheurs, car elle suppose de reconnaître toutes les formes d'expertise et de compétences, pas uniquement l'expertise scientifique professionnelle, l'expertise vécue, l'expertise de terrain, et puis aussi reconnaître que les personnes concernées ont une connaissance extrêmement pointue de la littérature scientifique, parfois bien plus pointue que celle des chercheurs. Et donc l'essentiel finalement, c'est de se co-créer des objectifs communs. Donc la recherche participative, ce n'est pas une histoire de coproduction de savoir, c'est vraiment se co-construire une dynamique fondée sur des valeurs partagées. Elle repose donc sur des grands principes fondamentaux aussi, qui peuvent paraître un peu basiques, mais qui sont essentiels. C'est d'être transparent. Transparent sur le temps que ça nécessite, les ressources et les enjeux de publication. Donc, la recherche participative, elle demande du temps. Et il y a le temps de se mettre autour d'une table pour discuter ensemble des projets de recherche. Il y a le temps de demander les autorisations pour les comités éthiques, le temps d'évaluation des projets, le temps de demander des financements, le temps d'écrire les papiers. Voilà, donc ce temps-là, voilà, c'est le temps de la recherche, mais il faut être clair aussi là-dessus. Et puis aussi accepter que les résultats ne seront pas forcément ceux attendus, les résultats qu'on a imaginés au départ. Ça, c'est tout l'enjeu de la science et après des publications. Il faut aussi adopter une communication claire
sur le rôle de chacun. Les questions du qui fait quoi, à quel moment, comment et avec quelle responsabilité, c'est vraiment essentiel de se les poser dès le départ. Et vraiment, il faut définir le rôle de chacun. Ça permet de comprendre aussi les attentes de chacun et de s'impliquer, d'éviter aussi de créer des attentes irréalistes. Et puis, adopter une communication accessible, qui n'est pas toujours simple du côté des chercheurs. Il y a une partie aussi de pouvoir rendre l'information pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Et puis, le dernier grand principe qu'on trouve, c'est avec Alexandre, c'est celui de la flexibilité et de la souplesse. Alors, nous, tel qu'on la conçoit et qu'on la pratique avec Alexandre, la recherche participative, c'est de travailler dès le départ sur des questions de recherche et du coup d'élaborer les projets, les demandes de financement ensemble. Mais on ne peut pas demander à tout le monde, surtout que les personnes concernées sont actuellement travaillent avec nous sur la base du volontariat, donc sont non professionnels, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir le même niveau d'implication en termes de temps et de ressources. Donc les gens peuvent être consultés, collaborer, intenter sur le projet ou alors vraiment faire partie du partenariat dès le départ. Mais ça c'est OK en fait, que toutes les formes de participation puissent exister au sein du groupe. Voilà, donc souplesse par rapport à l'implication que chacun peut y mettre. Et donc la recherche participative, elle doit vraiment s'adapter à chaque groupe, à chaque domaine de recherche qui est en train de se créer. Donc ce n'est pas seulement une méthodologie qui incite à faire participer les personnes concernées dans l'élaboration d'un projet de recherche. Ça nécessite de se créer un vocabulaire commun, d'accepter les désaccords et de travailler la compréhension mutuelle. Les chercheurs, les personnes concernées, les familles, les associations, on vient tous d'une culture différente. Et vraiment, l'objectif, c'est de se construire un univers commun en respectant les langages, les temporalités et les contraintes de chacun. Il faut aussi distinguer l'envie de participer de la faisabilité. Toutes les idées ne peuvent pas devenir des projets de recherche. Donc, la recherche participative, ça ne s'improvise pas. Elle demande du temps, un cadre clair et surtout une véritable volonté de se rencontrer et de collaborer. Alors, pour que la recherche participative, elle fonctionne, il y a certains prérequis qui sont essentiels. Je les ai remis ici, je viens de l'évoquer, mais j'insiste dessus, c'est vraiment y consacrer du temps, le temps de préparation des réunions, le suivi, d'écrire les documents. C'est une démarche qui demande de l'investissement, mais elle n'est pas encore suffisamment valorisée d'un point de vue académique pour les chercheurs, et donc ça peut la rendre moins attractive. Et aussi, il faut avoir en tête que la plupart des chercheurs, ils ont d'autres projets de recherche aussi à mener en parallèle. Et puis, donc, être clair sur le rôle de chacun, ça c'est extrêmement important, et se co-construire des intérêts communs. Alors, parmi les clés de la réussite, c'est comme il y a encore très peu de formation, que ça ne fait pas partie de la formation initiale ou du parcours de chercheur, c'est essentiel de se faire accompagner. Et la place des pairs aidants ici, elle est cruciale. Donc ça, c'est vraiment notre expérience avec Alexandre. Au début, on s'est fait accompagner par une paire aidante, Anne Roideau, qui permet vraiment de faciliter la communication et la compréhension mutuelle. Et puis aussi impliquer bien sûr des chercheurs concernés qui, on va dire, un petit peu ont cette double casquette, qui ont une bonne connaissance des enjeux et des limites des méthodes scientifiques. Et puis, forcément, en étant concernés, ce qu'ils permettent surtout, c'est d'ancrer durablement l'approche et de soutenir la dynamique participative sur le long terme. Alors, les défis à relever. Le premier défi, c'est celui de la formation. Alors, il existe encore trop peu de formations. On peut quand même citer
Bon, il n'y a pas de formation spécifique dédiée à la recherche participative dans le champ des troubles du neurodéveloppement, mais il y a par exemple l'université des patients experts à la Sorbonne qui propose des diplômes universitaires dans lesquels va être évoquée la recherche participative. Il y a la boutique des sciences à Lyon qui récemment, cette année seulement, a proposé 2 jours de formation à destination des doctorants pour les sensibiliser à la recherche participative. Mais on voit bien qu'il y a encore très peu actuellement de formations spécifiques dans le champ des maladies rares ou dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et la première école dédiée a été organisée en juin dernier par le GIS Autisme TND. Il existe aussi quelques guides, quelques rapports, mais qui sont encore aussi assez généraux et puis qui restent extrêmement limités de toute façon. Donc oui, il faut former les personnes concernées pour qu'elles comprennent les enjeux et les limites de la recherche, mais aussi il faut former les chercheurs à des compétences qui sont parfois un petit peu moins développées dans leur parcours, qui est l'animation d'entretien ou de groupes de travail, la communication accessible ou les méthodes qualitatives qui sont plus utilisées en sciences humaines et sociales. Donc effectivement, il y a un réel besoin de formation. Maintenant, on peut se poser la question du format. À vouloir faire une formation qui serait un peu trop générique, on pourrait peut-être passer à côté vraiment de l'utilité spécifique propre à chaque thématique ou à chaque approche et chaque sujet de recherche participative. Idéalement, on pourrait imaginer quand même des formations croisées où tout le monde serait autour de la table, personnes concernées, chercheurs, professionnels de santé. De penser pourquoi pas à des formations qui sont vraiment spécifiques. Et puis après, on peut se poser la question, encore une fois, de sous quel format, qualifiante, professionnalisante, universitaire, associative. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et qui sont encore très ouvertes. Et puis, je l'ai évoqué aussi, c'est de sensibiliser les jeunes chercheurs et les étudiants. Au plus tôt, on va les familiariser avec ces pratiques. Au mieux, ce sera une pratique qui sera plus acceptée et plus répandue. La question de la compensation financière et de la rémunération, donc on peut facilement financer les frais de déplacement pour que les personnes concernées puissent venir travailler ensemble dans les instituts. On peut financer les frais de mission, mais on peut se poser quand même la question, si une personne, elle travaille, elle y passe énormément de temps, on peut quand même se poser la question d'une rémunération un peu plus conséquente. Et ça aussi, ça pose la question de quel statut, en fait, pour ces personnes qui sont non professionnelles. Est-ce qu'on peut imaginer des conventions de stage un peu spécifiques ou un cadre particulier? Donc là encore, c'est des questions à se poser. Et puis, il faut se créer vraiment des outils pour aider au déploiement des recherches participatives. Il faut concevoir des guides méthodologiques, des protocoles, des supports pour animer les réunions, et puis des guides pour évaluer les recherches. J'ai oublié de l'évoquer aussi dans le moment de la formation, mais former les évaluateurs et les reviewers à ce que c'est que la recherche participative. Voilà. Et puis, il y a des contraintes administratives. Alors, il y a des financements qui commencent à être dédiés, même au niveau des appels nationaux, dédiés recherche participative. Alors, ils sont quand même encore très limités en nombre et en quantité d'argent, on va dire. Et puis, le calendrier aussi des ANR, ça ne fonctionne pas. Parce que... En fait, la recherche participative, ça demande de penser ensemble le projet avant. Tout ce temps-là d'élaboration, c'est ce temps-là qui prend énormément de temps. Or, ce temps-là, il n'est pas pris en compte dans les demandes de financement. Donc, il y a un décalage entre la réalité du terrain, où il faut des mois et des mois pour construire le projet, et puis finalement, les demandes de financement qui ne prennent pas ce temps-là en compte. Alors, on voit bien la recherche participative gagne en visibilité, mais est-ce qu'elle est vraiment intégrée dans les pratiques de recherche et dans quel type de recherche? Ici, c'était une diapositive pour faire attirer un petit peu un point de vigilance sur l'effet de mode.
parce que, bon, on en parle beaucoup, les appels à projets aussi incitent à impliquer les personnes concernées dans les demandes de financement voilà, pour répondre aux appels à projets, et de façon donc, au niveau local, national, mais au niveau européen aussi. Mais il faut faire attention à ne pas adopter une pratique un petit peu par imitation, tout simplement pour répondre à des demandes de financement. Ce n'est pas ça, la recherche participative. On n'est pas là pour instrumentaliser la parole des personnes concernées. Et, il ne suffit pas de mettre le nom sur un papier et ce serait purement symbolique. Donc là, point de vigilance là-dessus. Et puis après, il faut se poser la question aussi de la durabilité. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes peuvent s'appliquer à un temps T seulement, mais il y a d'autres personnes qui peuvent vouloir vraiment s'impliquer dans le temps. Et pour qu'elles soient durables, il faut vraiment procéder à un changement culturel dans les pratiques de recherche. Donc ça, je pense que ça passera par les formations. Un soutien structurel, et ça passera par des financements plus conséquents et plus nombreux. Et puis une évaluation réelle des impacts à long terme de la recherche participative. Alors, quand on évoque la recherche participative dans les troubles du neurodéveloppement et l'autisme, donc avec Alexandre, on pense que la recherche participative n'a pas les mêmes réalités, les mêmes besoins, et elle ne nécessite pas les mêmes outils selon les domaines de recherche et selon le type de recherche qui est menée. Chaque domaine implique un rapport spécifique au vécu du profil des personnes concernées. Donc, par exemple, dans l'autisme, on va retrouver les intérêts spécifiques qui peuvent vraiment être source d'expertise. Et également, dans les maladies rares, on sait très bien que les parents et les usagers sont vraiment experts de leur maladie et travaillent souvent déjà avec des associations. Donc, il y a déjà une forte dimension d'entraide communautaire. Dans le cas de l'autisme aussi, il y a quand même une diversité des modes de communication et de compréhension, notamment de l'implicite, et ça peut rendre les échanges un peu complexes au départ. Et puis aussi, pour certaines personnes autistes, la dimension identitaire peut parfois compliquer les interactions au départ, simplement parce qu'en fait, les attentes et le vocabulaire ne sont pas toujours partagés avec les chercheurs. Et ça peut engendrer une certaine méfiance du côté des personnes concernées et un manque de légitimité de la part des chercheurs. Donc c'est précisément là que toutes les notions que j'ai évoquées avant, d'adopter une posture d'écoute, de se co-construire un vocabulaire commun, d'adapter sa manière de communiquer, de laisser du temps aux échanges, prend tout son sens. Comprendre les particularités des personnes avec qui on travaille, ce n'est pas anecdotique, c'est une condition indispensable pour se créer un espace durable de collaboration. Alors, quand on parle de recherche participative, on pense plus facilement à des projets qui sont traditionnellement tournés vers la recherche d'amélioration de la qualité de vie et un petit peu moins à la recherche fondamentale parce que tout simplement ça paraît assez éloigné des attentes des personnes concernées. La recherche fondamentale, elle vise vraiment à comprendre les mécanismes, qu'ils soient biologiques, cognitifs, de manière générale, comment fonctionne le cerveau dans le cadre des neurosciences, mais sans objectif immédiat d'application clinique. Et donc, du coup, les résultats sont souvent quand même beaucoup plus longs et moins liés à du pratico-pratique. Et donc, pour cela, il est vraiment important de former les participants aux spécificités et exigences de la recherche fondamentale. Mais ça peut présenter un avantage parce que la recherche fondamentale, ça permet aussi d'ouvrir la recherche à vraiment des profils extrêmement variés de personnes, d'inclure des participants avec des compétences extrêmement variées et du coup d'inclure des personnes neurodiverses. Ça peut vraiment contribuer à débiaiser la recherche de manière générale, car on peut avoir tendance à toujours solliciter les mêmes personnes avec les mêmes profils. Quelques exemples de projets de recherche sur lesquels on travaille avec Alexandre. Le premier projet, c'est vraiment
d'opérer une critique et une amélioration, dans l'idée vraiment d'optimiser les modèles expérimentaux et notamment animaux qui sont utilisés en préclinique quand on parle de souris autistes. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de se poser les questions sur les critères, sur la validité des critères qui sont actuellement utilisés sur ces modèles-là. Et puis, c'est une recherche qui permet aussi d'aller plus généralement, de discuter d'un sujet qui est quand même un peu touchy, qui est l'éthique en expérimentation animale. Un sujet aussi qui est un peu plus porté par Alexandre, c'est vraiment là aussi de pouvoir critiquer et optimiser de ce qu'on appelle la modélisation humaine, avec une compréhension fine des TSA et des diagnostics, et puis notamment le traitement des big data avec une approche d'analyse qui est plus liée à l'approche de physique théorique. Et puis dernièrement, on a pensé aussi utiliser le facile à lire et à comprendre pour rendre vraiment les informations et les résultats de la recherche accessibles au plus grand nombre de personnes, quel que soit le profil cognitif, et vraiment pour inciter encore une fois à un nombre vraiment varié de personnes qui souhaiteraient s'impliquer, qu'elles puissent vraiment s'impliquer dans les projets de recherche. Voilà, donc pour conclure, la recherche participative en santé, c'est co-construire, co-créer la science de demain pour transformer nos manières de faire et d'être aussi, et repenser la façon dont on en parle. Et puis, dans le cadre du spectre autistique et de l'autisme, c'est vraiment accepter et inclure les neuroatypicités pour élargir notre compréhension et diminuer les biais de recrutement, les biais de participation. Je vous remercie pour votre attention.